Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. À l'occasion de la journée internationale de l'enfant africain, l'ambassade du Canada et une organisation non gouvernementale ont organisé une conférence débat sur le mariage précoce et forcé des enfants en Afrique. Le thème retenu, ensemble contre le mariage des enfants. Les participants à cette conférence ont été invités à œuvrer efficacement contre le fléau. Éric Goré. Sangare Awa, en classe de première D, a échappé au mariage forcé et précoce. Les sensibilisations contre le phénomène lui ont permis de résister. Aujourd'hui, elle poursuit ses études. J'étais en vacances chez ma grand-mère paternelle et elle a voulu me donner en mariage au fils de la sœur de mon papa. Et quand elle a tout préparé, elle m'a appelé, elle m'a dit « Ah, parmi les enfants de ton papa, il n'y a personne ici. Donc je voulais que tu restes près de moi, donc je vais te donner en mariage à telle personne. » Il y a une dame au quartier qui aimait bien mon affaire. Je l'ai expliqué et je lui ai même dit. Elle m'a dit, qu'est-ce que jamais ton papa te demande là? Il ne faut pas dire c'est moi qui ai dit. Il ne faut pas accepter. Et elle m'a dit tout. Que quand tu te maries, là, un vieux là, au village là-bas, comme ça, elle m'a dit, tu ne veux pas devenir quelqu'un de mieux. Un cas d'école pour les acteurs du système des droits de l'enfant, de la protection sociale et les religieux. Ils se sont rencontrés pour réfléchir sur les voies et moyens pour sauver d'autres filles. Quand on parle de mariage, on parle de consentement. On est dans le choix libre, on est dans le domaine d'une satisfaction, donc d'un choix personnel. Or là, le choix est imposé dans la vie sentimentale de la personne. Traumatisme à tous les niveaux. L'ambassade du Canada et plusieurs structures de droits de l'enfant et de la protection sociale optent pour la sensibilisation des parents dans leur langue maternelle pour freiner le fléau. Le mariage est un choix personnel des intéressés et non une imposition d'une personne à la jeune fille par ses parents. Direction d'Abakala où l'on a célébré aussi la journée de l'enfant africain. Une parade d'enfants à travers les rues de cette commune et une cérémonie commémorative ont été les temps forts qui ont permis de gratifier l'assistance de plusieurs prestations. Des messages à travers des sketchs et poésies sur les droits et le bien-être des enfants ont édifié autorités et publics venus prendre part à cette célébration. On en parle avec nos reporters de la station régionale de Boaké. Célébration de la journée de l'enfant africain à Dabakala dans la région du Hambol. Parade à travers les rues de la commune, puis prestation des enfants. Poésie, chants, danse et sketch sur les droits et devoirs des tout-petits. La présidente du Parlement des enfants de Dabakala de s'adresser au public. Elle interpelle sur le thème choisi. Protégeons nos enfants contre la maltraitance, c'est notre responsabilité. Nous sommes encore victimes de violences, d'abus sexuels, de grossesse précoce, de déscolarisation, d'excision, pour ne citer que cela. Aujourd'hui, c'est encore l'occasion d'interpeller nos autorités, nos parents, nous-mêmes enfants, afin de prendre des mesures idoines pour enrayer les différents fléaux cités plus haut. Cette célébration de l'enfant africain à Dabakala est une initiative du MESAD, mouvement pour l'éducation, la santé et le développement. Rappeler l'importance qu'il y a pour les parents et pour les personnes adultes de respecter donc le droit des enfants, de pouvoir donc aider ces enfants-là donc à trouver des cadres où ils peuvent donc s'épanouir. Avant Dabakala, le MESAD et ses partenaires ont visité Abidjan, Yamoussoukro, Boaké et Katiola. Plus de 10 000 enfants ont été mobilisés pour sensibiliser parents, enseignants et éducateurs sur le bien-être social des tout-petits. En Afrique du Sud, le 16 juin 1976, des milliers d'écoliers étaient descendus dans les rues du township de Soweto. Ils y étaient pour dénoncer l'imposition dans l'enseignement de l'Afrikaans, la langue de l'oppresseur. La police avait ouvert le feu sur les élèves, entraînant un bain de sang. On ignore encore aujourd'hui, 40 ans après les faits, le bilan de ce massacre. Néanmoins, certaines sources évoquent une vingtaine de morts. Je vous invite à présent à revenir sur cette date qui a été un tournant décisif dans la chute du régime de l'apartheid. Le 16 juin 1976, on a mis le feu aux poudres. Nous n'avons fait qu'allumer la mèche qui a fait exploser toute l'Afrique du Sud.
Il y a 40 ans, jour pour jour, Soweto explosait. Le 16 juin 1976, des milliers d'écoliers, la plupart en uniforme, descendaient dans les rues du township pour protester contre l'imposition de l'afrikaans comme langue d'enseignement dans toutes les écoles noires. Une langue difficile et perçue comme celle de l'oppresseur blanc, un instrument de sa domination. Ce jour-là, la police avait alors ouvert le feu. Dan Moussissi, survivant et figure de proue du mouvement qui a conduit au soulèvement, se souvient encore. La violence lors des soulèvements de 1976 n'a pas été causée par les étudiants. C'était une répression de la police de l'apartheid qui nous a tiré dessus, surtout dans le dos, quand nous étions en train de nous enfuir. Personne ne sait exactement combien d'enfants ont été tués ce jour-là. Certains parlent d'une vingtaine, dont le plus connu est un jeune garçon de 13 ans, Hector Peterson, sur cette image qui a fait le tour du monde, secouer les consciences et révéler aux yeux du monde entier toute la brutalité du régime ségrégationniste. Comme une traînée de poudre, la contestation s'était étendue sur le reste du pays, des manifestations sévèrement réprimées, entre 500 et 700 personnes avaient péri. Mais pour le régime raciste, c'était le début de la fin. Il chute en 1994 et Nelson Mandela accède au pouvoir. Il prône une nation arc-en-ciel dans laquelle blancs et noirs ont leur place. Mais difficile d'effacer les traces. Les cicatrices laissées par ce passé impactent encore le présent. 16 juin 1976, une page de l'histoire de l'Afrique du Sud s'est écrite à l'encre de sang. Et depuis 1991, le monde entier marque une halte tous les 16 juin en hommage à Hector, tué à Soweto, aussi en hommage à l'enfant africain dont le quotidien rime bien souvent avec souffrance. Reportage signé Kader Ouattara et Sylvie Touré. Ici, à Abidjan, à la primature, s'est tenue une cérémonie de signature de la convention d'affectation du programme de renforcement du système de santé du deuxième C2D. Cérémonie à laquelle ont pris part le chef du gouvernement Daniel Kablan-Duncan et Rémi Rioux, directeur général de l'agence France Développement. On en parle avec Herman Niamia pour plus de détails. Chaude poignée de main de Rémi Rioux, directeur général de l'Agence française de développement, et Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre de Côte d'Ivoire. La signature du deuxième programme de renforcement du système de santé ivoirien, financé à hauteur de 44,6 milliards de francs CFA, vient juste de se tenir dans les locaux de la primature. Les raisons de ce soutien de l'Agence française de développement à la Côte d'Ivoire sont multiples. Réduire considérablement le taux de mortalité maternelle et infantile, améliorer l'accessibilité des populations ivoiriennes les plus vulnérables à des services de santé de qualité. La finalité ultime de l'action du président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara, c'est d'assurer une croissance forte, mais durable et inclusive, et une prospérité partagée pour assurer le bien-être des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Il nous faut donc conjuguer nos efforts dans tous les secteurs afin de donner tout son sens à la coopération solidaire et mutuellement bénéfique à laquelle aspirent la France et la Côte d'Ivoire. 2 jours, c'est le temps qu'aura duré le séjour du directeur général de l'Agence française de développement en Côte d'Ivoire, Rémi Rioux. Un séjour marqué par des actions de terrain, dont une visite au CHU de Treichville pour constater le travail effectué par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en matière de formation des personnels paramédicaux qualifiés. Une signature de convention qui s'est tenue en présence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Georges Auxerre. Et justement, l'Agence française de développement, l'AFD, sème les graines d'une agriculture durable en Côte d'Ivoire. C'est un fonds de 50 milliards et demi, 50 milliards donc de francs CFA qu'elle dégage pour assurer une production vivrière à même de donner une dynamique à la lutte contre la cherté de la vie. Le lancement du projet qui doit permettre entre autres d'aménager 140 hectares de riz dans le nord a eu lieu ce mercredi 15 juin à Abidjan en présence de notre reporter Adama Koné. Le programme Filières agricoles durables de Côte d'Ivoire, FADSI, entre dans sa phase opérationnelle.
Le démarrage officiel, le 15 juin dernier, a donné lieu à une rencontre des différents acteurs pour créer un automatisme dans la mise en œuvre. Ce, d'autant que le projet FADSI doit apporter une réponse à la problématique de l'approvisionnement des marchés en produits vivriers. Le projet FADSI vise à initier et à accompagner un changement de pratiques agricoles et de gestion des ressources naturelles qui auront des impacts positifs en termes de conditions de vie, de cohésion sociale et de santé humaine. En effet, le projet va non seulement permettre l'augmentation de la production de riz et de produits maraîchers via la réhabilitation de barrages hydro-agricoles dans le nord de la Côte d'Ivoire, en améliorant les conditions d'usage de l'eau ainsi que d'accès au foncier, mais cette production va s'inscrire dans une démarche plus globale d'amélioration de la qualité des aliments avec la mise en place d'un système national de contrôle des aliments. Le programme FADSI, c'est une enveloppe de 50 milliards 500 millions de francs CFA provenant du deuxième contrat de désendettement et de développement CEDD. Si le premier contrat a consisté à soutenir la Côte d'Ivoire dans la sortie de crise, le deuxième s'inscrit dans une dynamique d'accompagnement du pays vers l'émergence. En bref et en images, le ministre d'État Amadou Gon Coulibaly, secrétaire général de la présidence, a lu hier un important communiqué relatif à la nomination d'un nouveau président du Conseil économique et social, son nom Charles Kofi Dibi. Hier matin, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, accompagné des membres du gouvernement, a signé le livre de condoléances en l'honneur des victimes de l'attentat terroriste de dimanche dernier dans une boîte de nuit à Orlando, en Floride. Dans un message lu par le ministre des Affaires étrangères Abdallah Albert Touakeus Mabri, le gouvernement, au nom du peuple ivoirien, se dit choqué et indigné par cette attaque. Il exprime également ses sincères condoléances aux familles endeuillées et ses vœux de prompt rétablissement aux nombreux blessés. L'ambassade des États-Unis exprime sa gratitude au peuple ivoirien. L'économie du Nigeria va mal. Le pays subit de plein fouet la chute des cours du pétrole. Conséquence, les devises étrangères commencent à se faire rares. Et pour permettre à la première puissance économique africaine d'éviter la récession, la Banque centrale a opté ce jeudi pour la flexibilité. Ainsi, le taux d'échange du Naira ne sera plus fixe. Il sera désormais dicté par le marché. Les détails avec Sylvie Touré. La monnaie nigériane n'échappera pas à la dévaluation. Les autorités qui avaient résisté à cette idée ont fini par céder. Initialement fixé autour de 200 naira pour $1, le taux d'échange sera dicté par le marché, à compter de ce 20 juin, a annoncé le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria. Tout d'abord, le marché doit opérer une structure de marché commun à travers la réintroduction d'un taux interbancaire flexible. De plus, le taux d'échange sera uniquement guidé par le marché. La sévère crise économique, elle-même occasionnée par la chute des cours mondiaux du pétrole, a fini par avoir raison de la première économie africaine. Le pays tirait l'essentiel de ses ressources, de l'exploitation de l'or noir, 70% des revenus de l'État et 90% de ses réserves de devises étrangères, devenues rares au marché noir, entraînant ainsi la chute du Naira. La nouvelle donne financière impose de la Banque centrale une implication plus accrue dans la régulation du marché. La Banque centrale du Nigeria va participer au marché au travers d'interventions périodiques pour soit acheter, soit vendre des devises étrangères selon les besoins. Ensuite, pour améliorer la dynamique du marché, nous allons présenter les principaux négociants qui vont s'enregistrer auprès de la Banque centrale du Nigeria pour négocier directement avec la banque pour les gros échanges. La nouvelle a été bien accueillie dans les milieux financiers. Ceux-ci estiment qu'elle va contribuer à redonner à l'économie nigériane son attrait de première puissance économique africaine. Aucune déclaration cependant du côté des autorités politiques, notamment du président Buhari, qui avait estimé en 2015 qu'une dévaluation tuerait le Naira.
L'une des boîtes noires de l'avion d'Égyptair qui s'est abîmé en Méditerranée le 19 mai dernier avec à son bord 66 passagers a été repêchée hier jeudi. L'annonce a été faite par la commission d'enquête égyptienne qui précise cependant que l'enregistreur des discussions du cockpit se trouve dans un mauvais état. À la recherche des débris de l'épave de l'Airbus A320 d'Égyptair, localisée sur plusieurs sites de la Méditerranée, l'équipe égyptienne de recherche ne se doute pas de la découverte qui l'attend. Une des boîtes noires de l'Airbus est retrouvée et repêchée en mauvais état. C'est ce que précise la commission d'enquête égyptienne. Cette boîte, enregistrant les conversations du cockpit de l'avion, devrait mener à la connaissance des causes liées au crash du 19 mai. Le second enregistreur, contenant les données techniques du vol, est lui toujours recherché. L'hypothèse d'attentat, initialement mise en avant par l'Égypte, a finalement cédé du terrain à celle de l'incident technique. Des alertes automatiques avaient été émises par l'appareil 2 minutes avant sa chute, signalant une fumée dans le cockpit et une défaillance de l'ordinateur gérant les commandes. C'est ainsi que le 19 mai, le vol d'Égyptair reliant Paris au Caire disparaissait avec à son bord 66 passagers. Après 2 jours de garde à vue, l'opposant congolais Jean-Marie Michel Mokoko a été officiellement inculpé à Brazzaville. Il est accusé d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et détention illégale d'armes de guerre. Le magistrat l'a placé sous mandat de dépôt. Il est donc en détention préventive à la maison d'arrêt de Brazzaville. La Mauritanie, le Mali et le Haut-Commissariat aux réfugiés ont signé hier donc à Nouakchott un accord tripartite pour le rapatriement volontaire des réfugiés maliens dans leur pays. Ce cadre juridique fixe la stratégie globale et les obligations des 3 parties pour accompagner le retour des réfugiés dans de bonnes conditions. Plus de 40 000 Maliens qui ont fui à partir de 2012 l'insécurité au nord du Mali sont toujours réfugiés en Mauritanie dans le camp de Mbera, non loin de la frontière malienne. Mais malgré cette signature, il ne faut pas s'attendre à un retour massif et rapide des réfugiés au Mali. La députée britannique pro-UE, Jo Cox, 41 ans, a succombé à ses blessures après avoir été attaqué hier jeudi à Bristol, près de Leeds, dans le nord de l'Angleterre, par un homme qui lui a tiré dessus et l'a poignardé. Le camp pro-Union européenne a aussitôt annoncé suspendre sa campagne. Le Premier ministre britannique David Cameron a annoncé l'annulation d'un meeting pro-Union européenne prévu ce jour à Gibraltar. 4 jours après la tuerie qui a fait 49 morts dans une boîte de nuit gay d'Orlando en Floride, Barack Obama s'est rendu sur place. Le président des États-Unis a rencontré les familles et les gens qui ont participé au secours ou à l'enquête depuis dimanche. C'est de poser de nouveau la question des armes à feu dans la société américaine. Voilà, fin de ce journal. Très bonne journée de vendredi sur les antennes de RTI1.